Et bonjour tout le monde qui nous regarde, bienvenue dans La Voix de l'étu, l'émission qui donne la parole aux étudiants de Nîmes Université. Je suis Lucille Chinaud, je suis en études de master à l'Université de Nîmes et je suis la vice-présidente de l'association Stellart, l'association artistique et culturelle de Nîmes Université. Dans cette émission qui devrait durer une petite heure, nous allons à la rencontre d'une étudiante multitalentueuse et d'une activité en plein développement, le phénomène de Bookstagram. C'est ça. Du coup, voilà, je vais un petit peu vous la présenter. Moi, je l'ai rencontrée l'année dernière sur une réunion pour le Printemps des Arts. Depuis, j'ai appris que tu étais impliquée dans l'asso Lettres, dans l'asso Stellart, que tu es une lectrice avide, que tu aimes Jane Austen, qui n'est autre que mon autrice préférée. Tu as ton propre compte Instagram, oui. HelloBook. Tu sais aussi crocheter. C'est vraiment... Oui, mais j'ai vu ce que tu sais faire, c'est déjà incroyable. Vraiment, tu es une pile d'énergie qui ne finit jamais de m'impressionner. Et du coup, je vous présente Ambre. Du coup, Ambre, si tu peux te présenter rapidement. Bonjour, moi je suis étudiante en 3e année de licence lettres modernes appliquées. Donc à l'université de Nîmes, je suis très créatif. Vraiment, je fais plein de choses, encore plus que le crochet. Vraiment, j'aime bien tous les arts. Il faudrait que je consacre un mois à chaque art, vraiment. Ça, c'est clair. Et en plus, la licence, ça permet bien de développer ça. Parce que c'est une licence très créative. Voilà, j'ai mon compte Booksta depuis 2020. Donc ça commence à dater. Et voilà, oui. Ça m'a inspiré mon sujet de mini-mémoire pour la L3. Donc vraiment... Je m'en sers pas mal. Bah oui, mais c'est incroyable. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ce qu'est le Bookstagram et notamment qu'est-ce que tu fais sur ton compte Insta? Le Bookstagram, c'est donc un réseau social qui parle de livres sur l'application Instagram. Après, il y a Booktube sur YouTube, BookTok sur TikTok. Mais moi, j'ai préféré Bookstagram. Je trouve ça plus pratique. Il n'y a pas de montage vidéo. Donc ça, c'est le côté pratique. Il y a juste un peu à prendre des photos. Et après, à écrire son avis, vraiment, c'est parfois un peu compliqué de trouver les bons mots. Tu as l'impression de te répéter au bout de centaines de chroniques, vraiment. Et vraiment, c'est une passion que j'ai la chance de partager avec ma mère, parce qu'au début, j'ai un peu caché que je faisais ça. Puis je l'ai montré à ma mère. Ma mère est aussi une grande lectrice, et elle s'est mise sur Booksta, elle aussi. Oui, j'ai vu. Tu peux me rappeler le nom de son compte déjà? Lisa Putain, Pardon. Si ta maman regarde, je le prends pas mal. C'est Lisa au fil des livres, si je me trompe pas. Il me semble que c'est ça, oui. J'ai eu un bug sur au fil des livres, si c'était ça. Et du coup, dans les activités que tu fais pour alimenter ce compte, tu lis, tu contactes des autrices, tu reçois des livres. Ouais, oui, parfois elles viennent me contacter elles-mêmes, parfois c'est moi qui, quand elles font des recherches de partenariat, je postule, et j'ai eu la chance aussi quelquefois d'en recevoir en papier, et ça c'est vraiment le Saint Graal. On se dit, c'est vraiment un accomplissement, je trouve, parce que généralement ils font plus numérique parce que ça coûte moins d'argent, donc c'est mieux pour eux. Mais du coup, vraiment, ça m'a fait plein de rencontres avec des autrices, principalement, oui, et surtout pas mal auto-éditées, et faire rencontrer le monde de l'auto-édition, et j'aime bien discuter avec ces autrices qui sont toujours très ouvertes à la discussion, notamment comme j'écris un peu, parfois je leur pose des questions et tout, et elles répondent toujours. Voilà. Donc c'est vraiment une activité qui te permet de lire, te permet de rencontrer des autrices, te permet également de rencontrer un public de personnes qui aiment également lire ou écrire. Plus lire. Et après, j'ai aussi fait parfois des petits trucs avec d'autres bookstagrammeuses. J'avais créé un challenge une fois avec Pauline Booktube. Ça s'appelait le challenge des voyantes, et on s'est amusé à faire des catégories et tout. Voilà, c'est-à-dire des catégories. Les challenges, c'est quand on doit lire certains livres en temps imparti. Et on s'était inspiré du tarot, et fallait lire avec des. Il y avait un nom de titre et des mots-clés que le livre devait contenir, un mot-clé parmi tous. Parfois, on pouvait aller un peu loin si on veut vraiment mettre le livre. Et du coup, en lire le plus pour compléter le challenge totalement.
Oui, j'ai vu par exemple sur le Booktagram du coup plutôt américain, il y a le concept de readathon, c'est-à-dire lire beaucoup, Oui. où l'objectif ça va être de lire, je sais pas, 1000 pages en un mois ou des choses Oui, comme ça, c'est des choses quand après, même... là, c'était vraiment pour le plaisir. On s'était mis aussi quelques défis et tout. On avait fait des équipes, voilà, pour gagner un peu des points. C'est vraiment, c'est pas grave s'il y en a pas beaucoup. Il y en a qui lisent qu'un livre sur tout le truc. Parce que vraiment, c'est pas une compétition de lecture. Généralement, on peut oui. s'imaginer ça quand on voit les gens qui disent, alors moi j'ai lu 20 livres en un mois. Bah, j'ai Bon, vu, en fait, j'ai l'impression que quand on parle d'influence autour du livre, après, de l'influence de manière générale, c'est quand même un thème qui va vers la surconsommation. oui. Et j'ai vu ça effectivement au niveau des livres. Il y a des comptes que je suis qui vont jusqu'à dire ah ben cette année je ne vais plus acheter de livres papier pour la planète, pour l'écologie parce que pour ça a un réduire la impact. palle et tout. C'est ça. Oui, la palle. Qu'est-ce que c'est la palle? C'est la pile à lire, c'est l'acronyme utilisé tout simplement. C'est plus court et plus rapide. Et comme généralement on en parle beaucoup. Et oui, parce qu'il y a ce côté où il y a tellement de livres qui sortent, il y a tellement de choses à lire que du coup Elle grandit en plus, comme quand on est sur les réseaux sociaux, on suit beaucoup l'actualité du livre, toutes les sorties. Généralement, on suit aussi des maisons d'édition qui partagent leurs promos, ou les autrices tout simplement auto-éditées. Et on est submergé, on a envie de lire tellement de livres. Vraiment, c'est compliqué. En plus, généralement, on n'a pas toujours le temps. Et j'ai vu aussi pas mal ma consommation changer justement avec ma mère. Parfois, on en discute. Le fait d'acheter plus, de lire un peu moins, d'avoir toujours plein de livres qui attendent. C'est vraiment quelque chose. Je ne sais pas comment les personnes qui sont sur Booksta, les réseaux sociaux et qui ont en compte, arrivent à faire pour ne pas avoir une palle qui déborde, vraiment. Ben, de ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de personnes qui maintenant considèrent que les livres audio sont des lectures et donc réussissent du coup à lire des livres, ils lisent en fois deux. Du coup, à les écouter en x2 et donc ça passe. J'ai du mal déjà avec les livres audio personnellement. J'ai un peu commencé avec ceux notamment d'Ali Hazelwood, qui est une autrice qui sont connus, pas mal connue. Ouais. Et paradoxalement, celui qui l'a fait connaître, c'est celui que j'aime le moins. Mais bon. Mais vraiment, le truc avec les livres audio, c'est que celui qui raconte l'histoire, ça change tellement tout. Si quelqu'un, si j'aime pas la voix, l'intonation qu'il prend, même si l'histoire peut être génialissime, je vais pas pouvoir continuer à lire personnellement. Ah mais moi du coup non, moi j'ai pas l'attention nécessaire. En faisant du crochet, en écoutant un livre, c'est totalement possible. Ça va trop vite dans ma tête. Au moins, le papier ou le numérique, ça occupe au niveau visuel, c'est plus simple. Mais par contre, on parlait de Ali Hazelwood. Et en fait, je voulais un petit peu te parler de cette controverse aujourd'hui qu'il y a justement. Parce qu'il y a la romance, qui est un genre qui a explosé ces dernières années, avec d'un coup une prolifération de différents sous-genres et sous-thèmes, avec notamment la création non, juste la remise au goût de la dark romance qui est un petit peu comme une espèce de comme si le gothique de l'époque de Jane Austen avait ressuscité quoi. Voilà. Et en fait beaucoup de personnes se posent la question la dark romance est-ce que c'est adapté à tout le monde? Est-ce que ça devrait faire partie des young adults, donc des jeunes adultes? Voilà, alors, je te demande ton opinion. Tu me personnellement, je crois que j'en ai lu qu'un ou deux maximum, mais c'est pas trop ma cam. Mais après, pour moi, c'est un genre qui peut pas être lu avant d'être minimum majeur. C'est parce que ça aborde vraiment des thèmes, ça a des trigger warnings longs comme pas possible. Il faut vraiment être forgé pour quoi. Et avoir des gamines de 12 ans qui lisent ça, pour moi, c'est... En plus, quand vraiment ça a commencé, c'était à peu près, je crois, à l'âge qu'avait ma sœur, et je peux pas voir ma petite sœur lire ça, c'est pas possible, non. Elle n'a pas l'âge, donc j'imagine même pas... Voilà. En ce moment, en fait, il y a même des libraires, des bibliothécaires qui se posent la question, nous, en tant que personnes qui proposons des livres,
qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu plus marquer la différence, parce que là, c'est là où il y a le clash entre les personnes qui publient, qui veulent vendre le plus de livres, et les personnes qui distribuent, qui veulent également vendre le plus de livres, mais aussi au bon public. J'ai vu plusieurs libraires parler de ça, et notamment le fait qu'ils peuvent avertir les parents et dire « Vous savez que ce que vous achetez là, c'est plus 18 pour votre enfant, là ». Et c'est en fait aux parents juste de réagir. Ils ne peuvent pas l'empêcher non plus. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. C'est ça le problème. Mais ouais, ça, pour moi, ça rentre en fait dans cette notion d'influence. Et notamment, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu déjà, peut-être du mini-mémoire dont tu parlais, justement sur l'influence sur les réseaux sociaux, que tu nous présentes rapidement, un petit peu ce que tu as fait, ce que tu as découvert. J'avais donc mon mini-mémoire porté sur les influenceuses littéraires dans la communication littéraire. Donc j'avais un peu vu comment ça marchait avant la prescription, notamment avec les critiques littéraires et le fait que les influenceuses littéraires étaient vues comme amatrices par rapport aux critiques littéraires qui étaient vues plus comme des professionnels parce qu'ils avaient fait des études et qu'il y avait une relation qui était différente entre les deux par rapport aux lecteurs qui lisent les critiques, avec les critiques professionnelles qui plus étaient dans une relation verticale et hiérarchique. C'était donc vraiment pour consommer, ils avaient plus de légitimation. Voilà. Et les influenceuses littéraires qui étaient plus amatrices. Et donc, il y avait une relation verticale. Et, avec les fans oui, avec les lecteurs, parce qu'elles se mettaient vraiment, on va dire, entre guillemets, à leur niveau. Il y a plus, en fait, un langage parlé dans les chroniques des influenceuses que dans les critiques littéraires. Et du coup, ça permet un certain rapprochement et de pouvoir discuter plus facilement, tout simplement. Et donc... Tu t'es penché un petit peu sur justement les types de chroniques, les types de critiques, un petit peu comparer le langage en fait utilisé dans les deux. J'ai pas encore trop vu ça, ça serait plus tard. En fait, justement pour les masters, j'ai proposé de développer mes mémoires en proposant des points clés que je n'avais pas développés, notamment comment les maisons d'édition utilisent vraiment les influenceuses littéraires, parce que j'en avais un peu parlé justement qu'elles étaient invitées à des sorties littéraires comme des critiques littéraires aussi. Il y en a certaines qui reçoivent des invitations. Voilà, vu qu'elle commence à être un peu reconnue, mais pas par tous. Je crois qu'il y avait Le Souffle des mots qui était passé sur la grande librairie ou quelque chose comme ça, qui justement c'est quelque chose qui fait de la légitimation, qui est connu. Et Le Souffle des mots, moi, c'est ma première booktubeuse que j'ai regardée. Je l'ai vue grandir et tout. Du coup, je vais en profiter pour parler un petit peu de recommandations. Moi, de mon côté, j'ai découvert qu'une personne avec qui j'étais allée au lycée avait créé son propre bookstagram qui s'appelle AXA Reading MM. Et en fait, il s'agit du coup d'une personne qui, elle, va faire son bookstagram en particulier sur les sorties littéraires avec des personnages principaux qui sont des hommes et qui ont du coup généralement des romances entre eux. Et effectivement, elle a été invitée à plusieurs sorties, à des salons. Et alors qu'elle a 1300 followers, ce qui est génial, bravo AXA. Mais voilà, c'est pour montrer que on peut commencer maintenant à développer une communauté. Il y en a certains qui en vivent même. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des possibilités de rentrer dans ce monde en ce moment. J'avais 2 interviews super avec des bookstagrammeuses, booktubeuses pour compléter mon mémoire et qui en vivaient en fait, récemment ou pas, ou moins récemment. Et c'était super intéressant du coup pour développer la pensée que j'avais sur ça. Et du coup, tout comme là je vous parle d'Axalia qui se concentre sur plutôt les hommes avec les hommes, toi tu te concentres plutôt sur quel type de sortie? Sur un peu la romance en tout genre. Je suis une grande fan de romance, j'aime lire un peu dans tout, principalement plus je dirais contemporaine et historique plutôt que fantasy, même si je suis très ouverte à la fantasy, l'urban fantasy et ça, mais c'est généralement plus ce que je lis et où j'ai mes coups de cœur de lecture. Super. Et du coup, je te propose qu'on aille plutôt sur sortir de ton mémoire et de ton Instagram pour aller par exemple sur le stage de 3e année que tu as fait, dont tu m'as parlé, qui était absolument génial. J'ai trop envie d'en savoir plus. Voilà. Alors, je l'ai fait à Saint-Étienne. Oui, c'est loin, mais c'était compliqué de trouver un stage. Quand tout le monde cherche, quand même les masters cherchent, pour la même période, c'est super compliqué. Donc,
plutôt aller chez ma meilleure amie, comme ça. Oui, c'est ça. C'est Très un bien. bon compromis au final. C'est ça. Et j'ai trouvé un super lieu de stage. C'est un lieu qui a un peu moins d'1 an. Je crois qu'il va faire 1 an très bientôt. Ça s'appelle Le Voyageur. C'est une librairie café bar à jeux. Donc vraiment, c'est génial. Il y a un côté librairie et café. Et il y a un autre côté qui est vraiment bar et où on peut aussi louer des jeux, que ce soit sur place ou les emporter chez nous. Donc vraiment, c'est super pour ça. Et le gérant, il connaît les jeux, donc il peut les expliquer aussi, conseiller. On peut aussi acheter les jeux parce qu'il commence un peu à développer ça chez les éditeurs de jeux, justement, pour en commander. Et ils font des soirées à thème. Je sais qu'ils font des soirées loup-garou, qu'ils essayent. Et parfois, ça peut être privatisé même. Du coup, vraiment, c'est une librairie qui est ouverte parfois jusqu'à 1h du mat, même si c'est plus le côté bar qui est ouvert à ce moment-là. Oui, mais quand même. C'est pas quelques jours, donc c'est. Il n'y a plus l'excuse de ça ferme quand je sors du travail. Non, c'est ouvert jusqu'à longtemps, certains jours, pour le côté bar justement. Et en plus, comme ça a été ils ont passé une sorte de contrat avec la boulangerie à côté. Il y avait vraiment les pâtisseries qui viennent d'à côté, qu'on va chercher au fur et à mesure de la journée pour qu'elles soient toujours bien, quoi. Donc vraiment, ça, c'est vraiment maintenant ma meilleure amie, elle va travailler là-bas parfois parce qu'il y a le Wifi aussi qu'on peut demander gratuitement si on consomme. Aussi. Donc vraiment c'est super pour travailler. Il y a une petite salle où on peut fermer la porte pour se concentrer justement. Ok, c'est un super lieu de stage. Et ils n'ont pas envie de déménager, je sais pas, à Nîmes, ou personne dans l'audience n'a envie de faire ça à Nîmes, je sais pas. Ah, ça serait super vraiment parce que j'ai découvert au hasard, vraiment, je tapais librairie sur Saint-Étienne, tout simplement. Et j'ai découvert un peu ce que c'était vraiment à 5 minutes à pied de chez ma meilleure amie, à 5-10 minutes à pied, donc, et qu'elle ne connaissait pas parce que c'était dans le sens inverse de où elle a fait ses études. Donc... Mais comme quoi, c'est vraiment à pas beaucoup de choses, hein, vraiment. Ces fois. D'ailleurs, pour les étudiants qui nous écoutent, je ne sais pas si vous êtes au courant, bon, déjà... À l'université, il y a une bibliothèque universitaire qui propose des films, des livres, des jeux de société, qui propose des espaces où travailler, qui propose vraiment déjà énormément de services, dont vraiment beaucoup de services. N'hésitez pas à aller regarder tout ce qu'ils font. Mais maintenant, depuis quelques semaines, les étudiants ont également l'opportunité de s'inscrire au réseau de médiathèques de Nîmes gratuitement. Il vous suffit de vous rendre dans une médiathèque avec votre carte étudiante, votre carte d'identité et un justificatif de domicile datant de 6 mois, quoi. Et vous aurez votre propre carte de médiathèque qui vous permettra déjà d'accéder à toutes les médiathèques, d'accéder à leur catalogue, d'emprunter, je crois que c'est 30 items pour 3 semaines que vous pouvez renouveler. Et notamment, vous pouvez avoir accès au Fab Lab de la médiathèque Jean Daumerson, qui notamment m'a aidé à créer ce magnifique logo de l'émission grâce à une découpe laser. Donc voilà, les Fab Labs, c'est vraiment des espaces où vous pouvez créer des objets, où vous pouvez découvrir plein d'outils numériques et des outils concrets pour créer des objets. Là, par exemple, on a utilisé une découpe laser dans du carton et après, j'ai tout collé et peint. Ça peut faire une activité aussi comme ça. C'est vraiment des endroits super intéressants, qui sont très ludiques, qui sont très didactiques, qui vont vraiment vous prendre la main et vous expliquer comment ça se passe du début à la fin. C'est vraiment très sympa. Et maintenant, pour les étudiants, c'est vraiment genre... En plus, je sais pas si vous le savez, mais à la médiathèque de Nîmes, il y a un petit club lecture parfois qui se réunit un peu. J'y vais, donc voilà. Qui se réunit où C'est à la médiathèque, en fait, on s'inscrit à la newsletter et on est informé. Il y a un petit groupe Insta aussi où on se tient informé des réunions. C'est plus une tous les 2 mois. Mais c'est toujours sympa parce qu'après, parfois, du coup, on étend un peu la réunion en allant manger ensemble. Oui, c'est trop sympa. Waouh. Oui. Et également pour les joueurs, les gamers qui nous regardent, également avec une carte, vous pouvez avoir accès au fonds de jeux vidéo des médiathèques. Donc vous avez par exemple à Jean Daumerson carrément une petite salle dans laquelle tu peux t'installer et jouer aux jeux vidéo. Et après au Carré d'Art, vous avez plusieurs PC
gamers qui sont en libre accès. Enfin, c'est un petit peu surveillé, mais vous avez voilà tout un fonds de jeux vidéo que vous pouvez consulter et auquel vous pouvez jouer sans payer. C'est bien. C'est clair. C'était la petite parenthèse pub pour les bibliothèques et aussi petit merci aux bibliothécaires qui vraiment font de leur mieux pour qu'on ait accès au plus de choses possibles et qui nous font bonjour tous les jours avec beaucoup de gentillesse. Là, je pense que ce serait le bon moment pour parler en fait aussi de ton activité autour du crochet. Okay. Donc il faut savoir que autour de ton engagement associatif, excuse-moi, donc l'année dernière tu faisais partie de l'association Lettres. Oui. Cette année tu fais partie de l'association Stellart. Effectivement. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'année dernière qu'est-ce que vous faisiez Alors l'année dernière avec l'asso Lettres, on avait fait quelques trocs aux livres. Je crois qu'on en avait fait 2, notamment un pendant le marché de Noël. Et c'était vraiment, en fait, il y avait des livres proposés par des professeurs, par nous-mêmes, on pouvait échanger. Et on avait aussi fait quelques thés qu'on pouvait proposer aux élèves, comme il faisait froid, vu que c'était l'hiver. Et on avait également fait un concours d'écriture avec des petits prix pour ceux qui gagnaient. Et c'était ce qui avait donné après un live lecture à voix haute pendant le Printemps des Arts de l'année dernière, où j'avais lu des textes que les étudiants qui avaient participé au concours m'avaient autorisé à lire. Et certains aussi étaient venus lire leurs textes. Émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'Université de Nîmes. Voilà. Après, l'association Lettres n'a pas fait grand-chose. Il y avait des projets, malheureusement, qui n'ont pas pu être faits. Et avec l'association Stellart, j'ai pas encore eu trop l'occasion pour l'instant de participer. Oui, mais il y a des projets qui arrivent et l'idée, ça serait que notamment voilà, dans le courant de l'année, on réussisse à faire plusieurs ateliers crochet-potin. Donc le concept, ça serait qu'on se retrouve pendant la pause entre midi et 2 avec nos petits ouvrages de crochet, nos petits ouvrages de tricot, nos petits ouvrages de broderie. Vraiment, on vous fait amener ce que vous voulez et qu'on papote en fait voilà, pendant qu'on tricote. Donc c'est en cours. Voilà, on vous tient au courant. Les astuces. C'est ça. C'est ça. Mais là, c'est un projet pour plus tard. Et on vous tease un petit peu, mais pour le Printemps des Arts de cette année, donc c'est-à-dire début avril, on espère tester un nouveau concept. Oui, qu'on a beaucoup vu passer. Donc notamment, vous avez une association qui s'appelle Cinémaille qui fait ça. Donc, qui propose à des personnes d'aller tricoter, crocheter en regardant un film. On est en train d'étudier la question pour voir si on peut faire ça à l'université. Ça serait super sympa, ça, franchement. Si on y arrive, on vous tient au courant. Voilà. On y croit. Mais en tout cas, n'empêche que je vois que tu dis « Ah, maintenant c'est fini, on n'a pas fait grand-chose ». C'est quand même énorme, c'est quand même super. Comme autre, du coup, association sur l'Université de Nîmes qui touche en fait vraiment au papier, vous avez du coup l'association Bourrage Papier qui propose des activités vraiment assez régulièrement. Vous pouvez les suivre sur Insta et suivre leur Discord qui vont en fait proposer des activités autour vraiment du papier, de la sérigraphie, de l'imprimerie. Pardon, je me perds. De manière générale, sur l'aspect un peu plus plastique du papier, mais je pense que voilà, le monde du livre et le monde du papier vivent ensemble vraiment en harmonie depuis toujours. Donc, si vous avez envie de faire des activités aussi un peu genre manuel, mais aussi un peu en rapport avec le livre, ben, vous pouvez aller les voir. Et nous, après, tu parlais du fait que tu étais en 3e année de lettres modernes appliquées. Bientôt arrive la fin C'est ça. la deadline pour les masters. Stressant. Ouais. Stressant. Mais du coup, tu as postulé un peu partout Oui, un peu partout en France, sauf à Paris, parce que j'ai pas la grande envie d'y aller, j'avoue. Mais dans des masters d'édition. Dans des masters d'édition. Oui, j'ai hésité avec des masters créatifs, mais en fait, je sais pas où ils pourraient mener, qu'est-ce que je pourrais proposer vraiment comme projet concret à mener jusqu'au bout. Donc j'ai plutôt fait presque, je crois, que des masters d'édition. Il y en a certains, ça change un peu le titre, mais ça peut me ramener toujours à l'édition.
avec mon... Et autour de Nîmes, quel master tu as parce qu'il me semble que qu'à Nîmes même, il n'y en a pas. Non, C'est ça. il y a le master d'édition à Montpellier. Du coup, D'accord. c'est pas mon favori, mais je l'ai quand même mis. Attention, il a si t'écoutes. Mais bon, je l'ai quand même mis parce qu'en plus, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des personnes qui sont à ce master en étant bénévole à un salon. J'ai déjà pu papoter avec elles, donc je sais qu'il peut être une bonne option. Voilà. Et du coup, c'est des masters qui te préparent à travailler dans le monde de l'édition, du livre. Ouais. Avec personnellement pour but d'être éditrice ou agente littéraire, vraiment pour aider les auteurs avec leurs manuscrits. C'est quoi du coup la différence entre éditrice et agente Dans mes recherches et tout ça, agent littéraire, c'est souvent plus à leur compte. C'est eux qui vont en fait aider les auteurs à trouver des maisons d'édition, parfois à travailler leurs manuscrits, faire un boulot un peu d'éditeur. Voilà. Pour justement les éditeurs qui veulent proposer leurs manuscrits à des maisons d'édition qui ont besoin d'aide ou qui veulent s'auto-éditer, qui ont aussi besoin d'aide de relecture, parce que être auteur, c'est différent d'être éditeur, d'être correcteur, d'être graphique. Vraiment, il y a tellement de métiers. Et il faut bien s'entourer, même si parfois on n'en a pas toujours les moyens, malheureusement. Mais vraiment... Et éditrice, du coup, on peut du coup être éditrice dans une maison d'édition, mais on peut être aussi éditrice à son compte, indépendante. Oui. D'accord. Ça existe, c'est pas très répandu, mais ça. Oui, il me semble que ça existe. Disons qu'en France, on est quand même très encore attaché aux institutions, aux grosses émissions. Justement, les agents littéraires, ça, je crois, des États-Unis plus, et ça est en train d'un peu émerger en France, mais pas énormément. Voilà. Nous, du coup, dans le master Humanité et Industrie créative, on a l'occasion de rencontrer plusieurs professionnels du livre, notamment Axel Toss pour tout ce qui va avoir en rapport avec les mangas. On a également rencontré du coup une personne qui travaille pour Kobo, qui nous a parlé du marketing du livre. Donc ça aussi, c'était génial. Et en fait, on a plusieurs cours un peu plus... spécialisé sur la création littéraire en général. Mais en fait, on apprend du coup tous ces métiers qui existent, mais on spécialise dans aucun, mais ça reste très, très, très intéressant. Je pense que ça serait le bon moment pour peut-être un petit peu lire ce que tu produis sur Instagram. Avec plaisir. Du coup, je te propose de lire la review que tu as fait du livre... du coup, de la saga des 4 saisons, le premier tome automne de... Est-ce que tu peux lire Flora Peony. De Flora Peony, voilà. Elle est super sympa et tout, en plus. Et c'est des livres magnifiques. Il y a vraiment un grand travail fait, justement, du fait qu'elle est autodidacte. Elle a tout le pouvoir sur son livre. Et les livres, à chaque fois, il y a des dessins, ils sont magnifiques, vraiment. Et du coup, elle s'est auto-éditée, elle passe par un système de crowdfunding, de prévente, ou juste elle investit et elle prie pour... je pense qu'elle a un éditeur, pas un éditeur, un imprimeur pour pouvoir imprimer ces livres-là. Passe sûrement parfois un peu par Amazon parce que c'est un des principaux canaux pour les auteurs auto-édités. Et notamment, elle a fait des campagnes Ulule pour des intégrales, des collectors aussi. Qui sont magnifiques. Je me suis pas pris parce que c'est pas l'argent. Et j'avais déjà les livres, notamment quand c'était l'intégrale de la saga des 4 saisons, mais qui sont vraiment magnifiques. Moi, maintenant, j'ai un système. Je commence par lire les livres numériques. Puis si je les aime, j'attends qu'il y ait les campagnes pour acheter les collectors. C'est une bonne tactique. Mais comme ça, tu vois, ça me fait attendre et tout, ça me fait me demander est-ce que c'est vraiment ce que je veux, et comme ça, quand je paye, je ne souffre pas trop. Voilà. Du coup, je te propose de lire la chronique que tu as fait. La petite introduction. Mais oui, mais vas-y, tout ce que tu veux. Du coup, aujourd'hui, je viens vous présenter mon premier coup de cœur de l'année. Premier coup de cœur qui se situe en mai, parce que j'ai pu très peu lire en ce début d'année, à cause des cours. Et je publie en septembre, et que je publie en septembre parce que je suis une quiche niveau organisation de poste. Ça met un contexte, c'est intéressant. Et vraiment, ça montre aussi à quel point on est assez libre et on parle un peu de tout sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est le rapport, comme je disais, que j'ai vu horizontal. Tout d'abord, l'objet livre est magnifique, que cela soit la couverture ou la mise en page, avec de magnifiques dessins, illustrations. Ensuite, j'ai adoré la plume de l'autrice, qui nous plonge dans l'univers du cirque, à travers la famille Vivaldi. C'est un univers que jusqu'à là, je n'avais pas encore lu, et que j'ai hâte de découvrir au fur et à mesure des tomes.
Ah oui, je vais dire, c'est une chronique qui date de 2024. Donc c'était mon premier coup de cœur de 2024. D'accord. On fait la connaissance d'Automne, une jeune femme pour qui la vie tourne autour du cirque, la bibliothèque où elle travaille, sa famille et sa passion pour les chaussures. Elle habite d'ailleurs toujours chez ses parents et c'est en lançant un défi avec son père qu'elle prend la décision de trouver un logement. Son grand frère, Winter, qu'on pourra découvrir dans le tome d'après, va lui donner un coup de pouce avec son ami Case, avec qui... Je disais Kiss. Kiss. Je sais jamais comment prononcer. Oui, Kiss. Oui, il me semble que c'est Kiss. Je pense que c'est Kiss. Je sais jamais vraiment. Il y a des prénoms à chaque fois. Non, mais moi, littéralement, c'est parce que dans Age of Ultron, il y a un personnage qui s'appelle comme ça, Kiss. Voilà. Là, je pensais au frère Scott. Waouh, j'adore comment est-ce qu'on a des références. Avec qui il joue de la musique, donc le frère Winter joue de la musique, qui cherche un colocataire, ou plutôt une. Autumn et Kiss se retrouvent donc à habiter ensemble. Si au départ on pense que Kiss est un gros tombeur, il va s'avérer plus profond que cela. Entre les deux, on va pouvoir observer une belle amitié qui va naître. Leur histoire à chacun et leur histoire ensemble m'ont beaucoup touchée. J'ai eu du mal à refermer le livre et même à le quitter quand je devais aller manger avec eux. Ou autre. Ah oui, mais ça c'est tellement classique quand t'arrives pas à fermer un livre. C'est le pire. Oui, vraiment, parfois je me mets dans la pièce avec les gens pour dire je suis avec vous, hein, mais je lis. Et d'ailleurs, ce livre-là, je l'avais acheté grâce au Pass Culture. Donc ça, oui. Je trouve intéressant de le dire. Parce que l'autrice, elle avait déposé je crois que c'était un Leclerc Culture qu'on était passé. Il y avait vraiment 2 rangées d'étagères qui étaient réservées aux auteurs auto-édités. Et donc, elle avait son livre là, et je l'avais vu passer, j'ai fait hop, je le prends avec le Pass Culture. On pouvait, en fait, j'étais allée voir le libraire et je dis ah, il est pas sur le Pass Culture, et il l'a rajouté manuellement. Oui, c'est ce qu'ils font. Et même un autre tome, je l'ai aussi acheté avec le Pass Culture, donc c'était possible. Et ça, c'était super bien. C'est bien, c'est bien. Moi, ce que je voulais faire remarquer, du coup, c'est que souvent, en fait, ces livres autopubliés sont en série. De plusieurs romans qui se suivent plus ou moins, non? Ça dépend en fait, là c'est des sagas, mais il y a aussi parfois vraiment des one-shots, des tomes uniques, des tomes parfois qui se suivent vraiment totalement, des tomes avec des personnages différents qui sont protagonistes. Là, c'est chaque tome, vraiment, c'est un frère, une sœur, mais qui suit un peu l'histoire. Donc il faut vraiment les lire dans l'ordre, là pour le coup, sinon on est tout simplement spoilé de ce qui s'est passé avant. Mais ce que je remarque, c'est que vraiment, tu sais, des fois on parle on parle beaucoup de transmédia dans nos formations, qui est juste le concept de créer des univers fictifs au travers de plusieurs médias. Et quand il s'agit de livres, généralement, on parle justement de saga qui va suivre le même personnage. Et ce que j'ai remarqué dans les romances, c'est qu'on va plus souvent, en tout cas moi, de ce que j'ai plus souvent lu des sagas qui vont suivre différents personnages, mais où ce qui va les rassembler, ça va être que ça se passe au même endroit, que ça va être la même famille. Et en fait, c'est des lieux, tu vois, tu en parles toi-même, tu parles de l'univers du cirque, la bibliothèque où elle travaille. Là, sur les tomes, c'est vraiment le cirque tout du long. Et on découvre cet univers qui n'est pas souvent traité dans les livres. En tout cas, j'ai jamais vu d'autres livres qui parlaient de l'univers du cirque. Et vraiment, elle décrit parfois des prestations de cirque. Et je les voyais vraiment dans mes yeux. C'était dans ma tête. Et j'ai l'impression qu'en fait, ces livres auto-édités, c'est un petit peu ce qu'ils permettent en fait. Ils permettent de toucher à des sujets, ils permettent de toucher des univers que sinon, voilà, le monde de l'édition aujourd'hui ne peut pas vraiment aborder. On peut aborder par rapport aux conventions parce que ça rentre pas dans leur ligne éditoriale. Et il faut bien comprendre aussi, ça me tient à cœur, que l'auto-édition, ça peut être un choix et pas juste une... Oui, bien sûr. Le manuscrit a été rejeté, donc je me lance dans l'auto-édition. J'ai parlé avec des autrices, justement, qui me disent « Ah, moi, je me suis jamais lancée dans... J'ai jamais envoyé mon manuscrit à un éditeur. Mais j'ai l'impression aussi que, quelque part, quand on auto-édite, on garde un peu son pouvoir créatif, on garde sa voix. C'est ce qui intéresse, justement, les auteurs. Et en plus, je crois que même au niveau des droits, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde de l'édition en France... les auteurs sont très très mal rémunérés. Dernièrement d'ailleurs, c'est les auteurs de BD qui ont tiré la sonnette d'alarme sur comment est-ce qu'ils sont rémunérés. Je crois que c'est pire en plus pour les auteurs de BD. Oui. Et en fait, le fait de auto-éditer, certes, l'objet livre est quand même un objet qui coûte très cher. C'est le même prix, je dirais, que les livres en général avec les maisons d'édition. J'avais l'impression qu'ils étaient plus chers que les livres de maison d'édition. Ça dépend, mais avec le prix du livre qui augmente, vraiment. C'est vrai. Je crois que je compare les deux prix, c'est le même prix. Vraiment. Mais en tout cas, l'un rémunère quand même
mieux. L'auteur que l'autre. Et du Automatiquement, coup, il y a moins de personnes qui rentrent dans la chaîne, l'engrenage, donc il peut se rémunérer parfois un peu plus. On disait du coup que les livres auto-édités rémunéraient en moyenne mieux Voilà. les auteurs. C'est ça. Mais par contre, ils peuvent être moins facilement distribués. Oui. Et quelque part, c'est là qu'en fait, ton compte Instagram vraiment vient aider, en fait, vient Oui, soutenir. c'est pour ça que les autrices lancent des campagnes, cherchent des influenceurs à qui envoyer leurs livres, ne serait-ce qu'en numérique, pour pouvoir justement faire une promotion. Mais d'ailleurs, tu dis autrice, et je me dis, mais autrice, je n'ai pas d'auteur qui me viennent en tête. Justement, j'arrive pas à en voir. J'en vois beaucoup d'autrices. Après, c'est peut-être au niveau du genre que je lis, Oui, qui sûrement, influence sûrement. pas mal. Oui. Du coup, le genre que je lis aussi, parce que... Bon, Voilà. on va commencer à essayer de faire un petit peu de diversité là-dedans, et trouver peut-être quelques auteurs, hein. Voilà. Et du coup, moi, je vais vous lire la critique que tu as faite du tome 1, tome 2, pardon, de la saga Vengeance bas de soi. Vengeance en bas de soi, le tome 2, Les ombres du marais, qui est une saga historique de Morgane Destrée. Effectivement. Du coup, hey! Aujourd'hui, je viens vous parler de ma 100e lecture de l'année. Lecture comprenant BD, manga, livres de cours, et donc une 100e lecture est un coup de cœur. Je ne pouvais pas rêver de mieux pour une 100e lecture. Alors comment dire qu'une nouvelle fois la plume de Morgane Destrée m'a totalement happée, que j'ai encore eu un coup de cœur pour un de ses romans? Je crois d'ailleurs que jusqu'à maintenant, tous les romans que j'ai lus d'elle sont des coups de cœur. Comment il peut en être autrement lorsqu'un roman vous embarque tellement? Celui-là l'a fait. Pour moi, en tout cas, par tous les sentiments qui m'ont traversé durant ma lecture, par le réalisme qui est exposé, l'horreur qui est décrite de la Seconde Guerre mondiale, où chacun lutte pour survivre, où une résistance se met en place et continue de progresser. Dans ce tome, Margot continue d'évoluer. Il faut dire qu'elle en bave et doit faire preuve de courage pour pouvoir survivre à ce qu'elle traverse. Elle devient quelqu'un auquel on ne s'attendait pas. C'est une jeune femme, c'est le cas pleine de désirs charnels, qui inspire la passion, attire les hommes, c'est le cas de le dire, et qui a une soif d'amour, mais également de vengeance. Parfois, elle est guidée par eux. Dans ce tome, elle quitte sa Vendée pour Nantes, se retrouvant à côtoyer alors plus de personnes qu'elle déteste. Autour d'elle gravite Basile, son ami d'enfance toujours éperdument amoureux d'elle, Julien, son premier amour, Dick, un soldat allemand mystérieux, et Laurent, un acteur. Je pense que celui que j'aime le moins, c'est Laurent. Après, on ne m'a pas encore eu l'occasion de beaucoup le découvrir. Peut-être que par la suite, je vais l'aimer. Dick, lui, m'intrigue beaucoup. Quant à Basile, je l'ai plus apprécié que dans le premier tome. Et pour Julien, je ne sais qu'en penser. Il était mon premier choix au tome 1, mais cela commence dangereusement à vaciller. En résumé, c'est un roman historique que je ne peux que vous conseiller. Donc là, du coup, c'est un autre genre de romance. Et du coup, on sent que dans cette romance historique, tu mets vraiment l'emphase justement sur le fait que c'est réaliste. Oui. Donc comment est-ce que tu dirais que c'est réaliste? Je dirais vraiment l'autrice, on sent qu'elle a fait des recherches. En plus, j'ai un peu parlé avec elle après, notamment du fait qu'elle a échangé sa saga de romance historique à saga historique, vraiment, parce qu'elle disait que l'histoire, avec un grand H, prenait le dessus sur les personnages. Et que vraiment, on le sent, on voit en fait tout ce qui se passe à l'histoire, on comprend, enfin, il y a vraiment des faits qui sont réellement passés, qu'elle essaye de mettre. En fait, il y a un contexte historique qui est présent, qui est réel, et qui du coup prend le pas sur les personnages. Ce que je trouve intéressant du coup, c'est qu'il y en ait quelque part autant. Est-ce que du coup, tous ces hommes sont des potentiels amoureux? Oui, c'est plutôt libre par rapport à ça, même si elle a toujours ses préférences ou quoi. Et nous, en tant que lecteurs, on a aussi les nôtres. C'est vrai que par rapport à ça, c'est pas le couple. Il y en a deux, on sait à tout prix qu'ils vont finir ensemble. Là aussi, ça change un peu des codes. C'est le chaos tout autour d'elle, et c'est autant le chaos en elle, avec tout ce qui se passe, toutes les rencontres qu'elle fait. Et du coup, est-ce que c'est en mode, ah oui, un roman, une romance, ou non, pas c'est du vraiment tout. En fait, ça, tout au long de chaque roman suit plus ou moins un événement historique qui s'est passé.
Et du coup, à chaque fois, on voit évoluer. Il y a plus ou moins les personnes, parce que à ce moment-là, eux, ils apparaissent parce que ils sont dans la sphère sociale, là. Mais c'est pas. Du coup, on peut dire que, en fait, quelque part, c'est vraiment des romans qui sortent des codes, qui sortent des cadres, on va dire, classiques. Parce que même là, c'est même pas les codes, tu sais, de la romance hétérosexuelle où voilà, les deux personnages finissent ensemble à la fin. Ou peut-être. Je sais toujours pas avec qui elle va finir. J'ai lu le tome 3, là. Il faut que je lise le tome 4 qui est sorti il y a pas longtemps. Mais... J'allais dire, en fait, dans les romances, des fois, il y a un second love interest. Mais qu'on sait tout de suite qu'il va pas être pris, généralement. Là, c'est plus compliqué à déterminer. Oui, voilà. C'est ça, parce que chaque personne est vraiment complexe. Et c'est pas simplement le gars, il est comme ça, point. Mais du coup, ça montre aussi un personnage féminin, du coup, vraiment fort, avec un vrai choix. Avec des faiblesses aussi. Vraiment, je trouve que Morgane Desré arrive à rendre vraiment ses personnages humains. Je sais pas comment bien décrire, mais vraiment, ça a des forces, mais ça fait des faiblesses, des erreurs, automatiquement. Ça réussit pas toujours. Ah, et du coup, je voulais te dire, en parlant de personnages intéressants, oh là là, attends, désolée, j'avais complètement oublié. Tu vas du coup avoir le retour d'une autrice que tu apprécies beaucoup à l'université à la fin de l'année. Oui, nous avons du coup l'autrice de romance Feel Good, Karen Ponte, qui a confirmé sa venue à l'université en juin. Et du coup, j'essaie de retrouver la date. J'arrive plus, tu m'en avais parlé, mais j'arrive plus à trouver la date. T'inquiète, attends, je le sais, c'est moi qui l'organise. Non, je tiens à dire que c'est parce que j'ai beaucoup de choses qui se passent en juin qui fait que j'ai... Voilà, mais là, je peux te le dire. Elle était déjà venue l'année dernière, en plus, aussi pour le Master Fiction. Elle avait fait une interview sur Twitch et une interview à la médiathèque du Carré d'Art. Cette année, du coup, le 18 juin, on va vous proposer une interview avec un temps d'échange et autour d'un petit goûter. Ça se passera à l'université, dans la bulle et sur la terrasse. Et ça sera ouvert au grand public. Et voilà, tu es cordialement invitée. Génial. J'avais eu l'occasion en plus d'assister. Elle est super sympathique, vraiment... C'est une femme vraiment qui a travaillé en tant que formatrice dans les entreprises pendant 15 ans et qui a vraiment décidé au bout d'un moment de tout mettre dans ses projets de création littéraire et qui a décidé d'écrire des romances contemporaines, feel good, qui finissent bien, avec des messages positifs, avec effectivement des personnages très humains qui traversent des difficultés, mais avec toujours un message de dépassement de soi, dépassement des difficultés. C'est super intéressant. Elle est effectivement, elle est très ouverte, elle parle très facilement de son processus créatif et vraiment la voir de nouveau à l'université, ça va être... Et en plus, elle a commencé en s'auto-éditant. Donc, oui. Oui, elle en avait parlé, donc j'avais trouvé ça super intéressant. Mais du coup, maintenant, elle est éditée. Oui, elle a gagné un concours, elle a été repérée. Et justement, c'est grâce à une plateforme, Librinova, où il y avait des agents littéraires qui ont fait le lien. D'accord. Voilà. Mais ça se passe du coup au Canada, c'est ça? Non, ça se passe en France? Je crois que ça se passe en France. Je suis pas sûre à 100%, mais je crois, parce qu'elle en avait parlé l'année dernière, du coup. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas tant ce système, tu sais, de concours pour se faire repérer. Oui, c'était grâce à un site, donc je sais pas honnêtement s'il est au Canada ou en France, mais en tout cas, c'est un minimum français. Enfin, voilà. Mais en tout cas, si vous souhaitez écrire, vraiment, les concours, c'est une porte d'entrée très intéressante, en fait, pour être publié, pour être repéré, pour avoir des contrats. Voilà, donc c'est bon, j'ai trouvé la bonne date. Yes. Ah là là, parfait. Et écoute, je pense que ce qui me reste à te demander, c'est un petit peu quels sont tes projets pour plus tard. Premier être accepté en master, ça c'est pas mal. On croise les doigts, on touche du bois. Toutes les personnes qui sont dans les tranchées de mon master, on pense à vous. Vraiment. Après, en projet, moi, j'aimerais continuer à apprendre plein de choses créatives, vraiment.
J'en fais pas mal. Je fais du crochet, j'ai un peu fait des bouquenoutes. Maintenant, j'aimerais apprendre la broderie. D'ailleurs, avec mon stage, une de mes maîtres de stage m'avait commencé à m'apprendre le point de croix. Oui, en plein milieu génial. de mon stage, vraiment. Elle me voyait crocheter le midi. Elle fait, on a parlé création. Elle a fait, je vais t'apprendre le point de croix. Et c'est super, vraiment. Encore une preuve que ce stage était magnifique, vraiment génial. Et vraiment, il y a la couture aussi. En fait, tout ce qui est créatif avec les mains, j'aimerais apprendre je sais pas si faire un petit business par rapport à ça, ça peut être intéressant ou pas, parce que ça prend beaucoup de temps. Et j'ai peur toujours de perdre le plaisir. En fait, c'est ça. Et puis surtout, quand tu es en master... il n'y a pas le temps. Oui, t'as pas le temps. Pour être en master, je peux te dire que c'est compliqué. M'en doute. Déjà, c'est compliqué, là. Ben, écoute. Mais déjà, c'est compliqué, mais déjà, tout ce que tu fais, c'est absolument génial et super. Et bravo à toi. Vraiment, continue comme ça. Vraiment, j'ai hâte de voir tout le reste que tu comptes faire. Dans tous les cas, on va sûrement te retrouver sur Twitch pour la nouvelle édition du Printemps des Arts. Oui. Peut-être qu'on te retrouvera pour une version de cinéma à l'université. Effectivement. Donc tu vas pas trop loin. Et écoute, pour finir cet épisode, je rappelle à toutes les personnes qui nous regardent déjà que à partir de maintenant, vous avez accès au réseau de médiathèque de Nîmes gratuitement, que vous avez juste à amener votre carte étudiante, votre carte d'identité et un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois dans une médiathèque pour créer votre carte et pour accéder à tout leur catalogue qui est vraiment énorme, super et magnifique. Bien sûr, continuez à utiliser les ressources de la BU de l'université. Nous avons Karen Ponte qui nous rejoindra du coup le 18 juin. Commencez à préparer du coup votre journée. Bonne chance aux étudiants qui sont sur mon master. Et si vous souhaitez participer à l'émission, vous pouvez toujours contacter la chaîne Twitch de l'université ou essayer de me contacter moi via Zimbra. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Bye bye.